Bon, et bonsoir à tous. Merci d'être là. Ce soir, on va parler un petit peu de software craftsmanship, mais pas uniquement du mouvement software craftsmanship. On va parler aussi de différentes pratiques qui sont utilisées aujourd'hui en entreprise pour s'améliorer en tant que développeur et pour partager surtout les bonnes pratiques entre équipes et entre personnes. Alors, premièrement, une petite intro. Si on fait ce meetup ce soir, c'est en partie parce qu'on a lancé un partenariat entre Promise et Externatic. Donc pour présenter Externatic rapidement, sans dire n'importe quoi, donc Externatic, c'est un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans la tech. Et c'est des recrutements qui ont la particularité de se faire que chez des clients finaux et uniquement en CDI. Et en fait, Lucie, qui est responsable de l'agence de Bordeaux, est venue me voir parce qu'on se connaissait un petit peu de divers événements qui s'étaient produits à Bordeaux. Et l'idée, en fait, c'est qu'Externatic essaye de créer une vraie communauté un petit peu autour des développeurs qu'elle accompagne. Et ça marche bien, en fait, avec ce mouvement software craftsmanship qui, à la base, est là pour essayer de nous permettre de nous améliorer en tant que développeurs et surtout de partager, en fait, ses connaissances, de créer une vraie communauté en France et dans le monde, évidemment, autour de notre métier du développement. Donc, ça tombait très bien, justement, parce que on a pu profiter de ce partenariat pour partager ce meet-up ce soir un petit peu avec toute la communauté externatique, donc des personnes qui sont accompagnées, et également sur divers stacks, etc., parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc, ravi de faire ces petites présentations ce soir. De mon côté, donc moi je suis Arthur Mann, je suis CTO et cofondateur chez Promise. Promise, pour la petite histoire, du coup, c'est une startup qui est basée à Bordeaux et qui a à peu près 5 ans maintenant. Et on l'a créée en fait à la suite de travaux de thèse au laboratoire de recherche en informatique de Bordeaux. Donc, c'est une startup qui est très orientée quand même R&D et recherche dans le métier du développement et plus particulièrement dans tout ce qui tourne autour de la qualité logicielle. Donc, ça va être vraiment les bonnes pratiques qui vont être mises en place dans les équipes, tout ce qui va être calimétrie dans les équipes. Enfin, on va vraiment travailler sur tous les sujets qui vont nous permettre de nous améliorer en tant que développeurs et vraiment de produire des logiciels qui ne contiennent pas de bugs et qui soient facilement maintenables et évolutifs. Oups, ça va marcher. Alors, pour démarrer, en fait, j'aimerais bien faire une petite intro sur notre métier de développeur, parce que souvent, c'est un métier qui n'est pas super bien compris par des personnes qui ne seraient pas eux-mêmes techniques. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on fait souvent le parallèle entre notre métier de développeur et l'industrie, on va dire classique, donc ce qu'on peut avoir dans le bâtiment, dans la construction d'avions, de n'importe quoi. Et du coup, on a tendance, dans notre métier, à reprendre des codes et des choses, des process qui viennent du monde industriel. Pour autant, notre métier est quand même très différent de ce qu'on pourrait avoir quand on construit des avions ou quand on construit des bâtiments. Donc, si on fait parallèle, en fait, dans une discipline d'ingénierie classique, on a des ingénieurs qui vont créer de la documentation. Donc, vraiment, le but premier des ingénieurs, ça va être de créer tout plein de documentation. Cette documentation, ils vont pouvoir la transmettre à des équipes en charge de la fabrication. Et en fait, cette équipe, de manière autonome, va pouvoir construire ce qu'elle veut, c'est-à-dire par exemple un pont, dans le cas où des ingénieurs auraient créé toutes les spécifications en fait, pour construire un pont. Donc ça, c'est un petit peu le mode classique, on va dire, de l'ingénierie, où on a une équipe en charge de la fabrication qui pourra répliquer autant de fois qu'elle veut les différents ponts, etc., et qui va se baser évidemment sur la doc qui est créée derrière en premier par les ingénieurs. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on demande à des personnes où est-ce qu'on se situe nous en tant que développeurs dans ce schéma, les gens ont tendance à dire, en fait, nous les développeurs, on va créer du logiciel parce qu'à la base, les documentations, ça va être les specs qui vont être remontées du métier et on va créer des choses, donc des logiciels comme des. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas. En tant que développeur, ce qu'on va produire, c'est également de la documentation. Sauf que la documentation qu'on va produire, c'est quoi? C'est le code source. Donc, c'est vraiment le code source de notre logiciel qui va être la doc qu'on va créer et qui va être assez fine et assez précise pour que l'application réponde exactement aux besoins métiers. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'équipe en charge de la fabrication chez nous, c'est le compilateur. Donc, l'avantage, en fait, de ça, c'est que le prototypage dans notre métier coûte relativement pas cher parce que produire un logiciel avec de la compilation, c'est instantané et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc, c'est vrai que ce schéma, en fait, est important parce que ça montre que le code source qu'on va produire doit être super clean,
doit réussir merci Florent pour le partage. Ça doit être un code en fait qui doit être compréhensible par tout le monde et un code qui va surtout pouvoir évoluer dans le temps. C'est vraiment le but parce que on va créer en fait la base de l'asset en gros de l'entreprise pour qui on va travailler. Et c'est ce code source qui va créer la vraie valeur en fait de l'entreprise. Et c'est ce truc-là qui va évoluer derrière. Donc c'est super important de faire attention au code source. Alors récemment, en fait, il y a pas mal d'études qui sont sorties, notamment le Crash Report en 2020. Ça, c'est une étude qui a été faite par Cast, une grosse entreprise en fait sur la partie qualité logicielle qui développe un outil de calorimétrie. En fait, ils ont identifié beaucoup d'applications. Donc là, on a 2500 applications, donc 1,5 milliard de lignes de code. Donc effectivement, ça commence à faire beaucoup de masse. Alors la seule particularité, c'est que c'est une entreprise qui travaille essentiellement avec des grands comptes dans le monde un petit peu bancaire, dans les banques des assurances, etc. Donc c'est pas forcément représentatif de tout le monde, mais ça donne déjà une bonne vision. Et en fait, ce qu'ils ont identifié, c'est que aujourd'hui, les applications ne font que grandir. Donc on regarde, elles font à peu près 618 000 lignes en moyenne, et elles ont augmenté en moyenne de 13,5% en 2 ans. Donc c'est quand même, voilà, ça montre que les applications aujourd'hui grandissent et vieillissent. Et évidemment, il y a une vraie problématique qui va arriver derrière, c'est que va apparaître sur ces applications ce qu'on va appeler de la dette technique. Et en fait, l'entreprise ici, Cast, avait estimé le coût de la dette technique à environ 3,6 $ par ligne de code. Donc vous prenez 1,5 milliard de lignes de code, vous multipliez par 3,5 et vous avez une idée à peu près de ce que ça peut coûter aux entreprises. Donc c'est vraiment quelque chose qui va coûter très très cher aux entreprises, mais qui aujourd'hui peut être assez invisible du point de vue en fait de personnes qui ne seraient pas dans la technique et qui ne seraient pas dans les équipes de développement. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la dette technique? Chacun un petit peu a sa définition. Hein. Si vous allez voir différentes équipes, différents développeurs, vous allez avoir toujours une définition un petit peu différente. Mais il y a une définition effectivement que j'aime bien d'Arnaud Lemaire qui avait cité ça lors de ses conférences. Il disait que la dette technique, c'était prendre une accélération soudaine par la prise de raccourcis dans le design. Donc en gros, la vraie dette technique volontaire, d'après lui, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, il faut qu'on sorte plus de fonctionnalités. Et pour ça, on est obligé de prendre des raccourcis dans le design, c'est-à-dire on va peut-être pas développer l'application complète, mais on va utiliser des fiches Excel en fait pour faire des traitements derrière. Donc c'est un truc qui est un petit peu crade à première vue, mais qui va faire le job. Et c'est quelque chose qui va nous permettre justement d'avoir plein de fonctionnalités qui vont sortir d'un coup. Donc c'est pour ça qu'on voit ici dans le schéma hein, qu'on a une augmentation du nombre de fonctionnalités qui va se faire d'un coup. Par contre, c'est une vraie dette technique parce qu'en fait, une fiche Excel, ça ne va pas être maintenable dans le temps et donc il va falloir qu'on recode vraiment quelque chose derrière en vrai code, hein, en JavaScript, en Java ou n'importe quoi. Donc ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura participé à notre salon ou sorti toutes nos fonctionnalités, il va falloir rembourser cette dette. Donc là, pendant un moment, on va avoir moins de fonctionnalités qui vont sortir et on va réécrire ce qu'on n'avait pas vraiment bien écrit la première fois. Donc ça, c'est un petit peu la vision utopique en se disant la dette technique, les gens sont conscients qu'ils en prennent et il y a un accord tacite qui se fait entre le métier et les équipes de développement pour savoir quand est-ce qu'on prend de la dette et quand est-ce qu'on rembourse. La réalité, en fait, c'est plutôt ça. C'est plutôt, on développe, on avance sur des fonctionnalités dans différentes applications, etc. Et au bout d'un certain temps, en fait, plus ça va et plus on a du mal à sortir des fonctionnalités nouvelles, plus on a de bugs qui vont arriver en production et on ne sait pas trop pourquoi. Pour autant, on ne s'est jamais mis d'accord avec le métier en disant on est en train de prendre de la dette technique, en fait. C'est quelque chose qui est un petit peu masqué. Alors, la question, c'est quel est l'impact, en fait, de cette dette technique réellement? Il y a une étude qui est sortie en 2018 qui a été faite par Stripe aux États-Unis, où ils ont interviewé plusieurs milliers de développeurs dans le monde. Et en fait, ils ont identifié que les développeurs, en moyenne, consacrent 42% de leur temps à la maintenance de code. Donc c'est assez énorme, en fait, ça veut dire que plus d'un tiers du temps passé par les développeurs à bosser tous les jours, c'est du temps qui est entre guillemets perdu parce que justement, ils sont en train d'essayer de comprendre ce que fait le code, ils font des modifications, il y a des impacts un petit peu partout, ils s'en sont pas rendus compte. Et c'est vraiment quelque chose d'énorme, en fait, en termes de temps perdu, mais qui aujourd'hui est un petit peu invisible, en fait, pour la plupart des gens. En tant que développeur, si vous êtes développeur, ça vous est toujours, j'imagine, ça vous est déjà arrivé plusieurs fois, d'avoir le cas ici comme Al dans Malcolm qui rentre chez lui, il essaye d'allumer la lumière, il n'y a plus d'ampoule, il ouvre le meuble, il se rend compte qu'il y a un souci dans le tiroir, il ouvre le tiroir pour aller chercher un tournevis et il voit qu'il n'y a pas d'huile, donc ça grince, il va chercher une pompe d'huile, il n'y en a plus, donc il prend sa voiture pour aller en acheter, et au moment de démarrer, il se rend compte qu'il y a un problème dans le moteur.
Donc à la fin, il est en train de réparer le moteur, il y a Louise qui arrive et qui lui dit mais je croyais que tu étais en train de réparer l'ampoule. Il dit qu'est-ce que tu crois que j'étais en train de faire? Et en fait, ça, c'est triste, mais c'est malheureusement ce qui arrive assez régulièrement quand on travaille sur du code legacy, sur du code assez ancien, et qu'on tombe sur un problème, et en fait, on se rend compte que le problème en a masqué 10 autres, et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc la modification qui devait prendre à la base 2-3 heures va nous prendre plusieurs jours. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans pas mal d'équipes. L'impact de la qualité du code, il est également ailleurs. Il est également sur notre mental en tant que développeur. Quand on arrive sur un projet où on a l'impression que tout le monde s'en fout un petit peu de ce qui s'est passé pendant des années, personne n'a vraiment fait attention à cette partie qualité, on n'a pas vraiment travaillé dessus, on va avoir tendance naturellement à se décourager, à se ralentir vraiment, à perdre en créativité, on va devenir ce qu'on peut appeler un développeur bidouille. En gros, on va mettre des ifs un peu partout dans le code pour, lorsqu'on va rajouter des fonctionnalités, essayer de toucher le moins possible à l'existant, mais essayer de rajouter un petit peu notre truc en le glissant comme on peut dans le code, sans tout casser. Et effectivement, quand on fait ça, on perd en créativité parce qu'on n'est pas du tout dans une démarche où on va retravailler le code et faire des applications vraiment évolutives. Et donc, évidemment, on a une érosion des compétences également. Donc, il y a une vraie problématique, en fait, sur notre état d'esprit en tant que développeur. La question, c'est pourquoi est-ce que cette dette technique, elle augmente? Alors, en premier, c'est parce qu'il y a énormément de règles. Si vous prenez n'importe quel langage, vous avez des pratiques différentes à appliquer. Tout évolue assez rapidement. Donc, évidemment, c'est super dur en tant que développeur, quand on sort d'école, d'être conscient de toutes les bonnes pratiques de développement qui vont exister. À côté de ça, il y a une vraie hétérogénéité qui se passe dans les équipes de développement et entre les équipes de développement également. Donc, on a des développeurs qui sortent d'école, d'autres qui vont avoir beaucoup d'expérience, mais qui vont être très focus peut-être sur une fonctionnalité, sur un langage en particulier. Donc, vraiment, en fonction des développeurs que vous allez rencontrer dans votre vie, chacun va avoir un petit peu sa propre vision du code et des différentes pratiques. Et ça, effectivement, ça peut engendrer des dettes techniques si la moitié de l'équipe fait d'une manière et l'autre moitié fait autre chose. Évidemment, on se retrouve à perdre du temps quand on va arriver sur des fichiers pour comprendre comment ça a été mis en place et comment ça a été fait derrière. Et évidemment, ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez vu quand vous switchez d'un projet à l'autre et que vous faites du React peut-être, mais un coup, c'était Redux qui est utilisé, un coup, c'est des hooks, un coup, c'est des contextes, etc. Il faut toujours un petit peu réapprendre, évidemment, ce qu'il y a derrière, et ça peut prendre pas mal de temps. Donc, évidemment, la vraie problématique, ça va être cette diffusion des bonnes pratiques. Ce qui se passe en réalité également, c'est que souvent, c'est un problème de vitesse. On a toujours tendance à sous-estimer, malheureusement, les différentes tâches sur lesquelles on va travailler, et on a toujours tendance à vouloir accélérer parce que ce qu'on va produire est livrable, on va avoir l'impression que c'est quelque chose de clean et de solide parce que peut-être que l'interface est jolie. Mais en fait, derrière, on a créé le truc tellement rapidement qu'on a accumulé de la dette technique. Et le jour où on a vraiment d'autres fonctionnalités à sortir, ou alors on est en train de faire une levée de fonds parce qu'on est une startup et du coup, il faut réécrire tout un truc, on est tellement empêtré dans notre dette technique qu'on est obligé de tout réécrire. Et donc, les projets de réécriture, c'est souvent des choses qui peuvent arriver à cause de ça. Évidemment, alors je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a des talks super sur ce sujet qui sont des talks de 1 heure ou 2 justement, juste sur ce sujet-là. Mais les estimations, c'est vraiment un truc sur lequel il faut faire super attention. La moyenne du dépassement en tant que développeur des estimations, c'est 100%. C'est énorme. En fait. On va estimer 5 jours et en moyenne, en fait, on peut aller jusqu'à 10. Donc c'est vrai que souvent, ce qui se passe, et surtout quand on est dans un mode avec des sprints, lorsqu'on fait du Scrum, c'est que chaque sprint, en fait, on va estimer pas mal de tâches. Et le but, ça va être de tout faire pendant le sprint. Donc, on va avoir 15 jours pour tout faire. Donc, en fait, on va être sous contrat de 15 jours régulièrement. Donc, on va être toujours dans un sprint. On va être toujours assez épuisé, etc. Donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'au début du sprint, on arrive à sortir quand même quelques fonctionnalités qui sont assez clean et qui marchent bien. Par contre, plus ça va et plus pour être dans les temps, on va faire un petit peu n'importe quoi et on va essayer de sortir le reste des fonctionnalités, donc un truc qui ressemble ici à un cheval. Et en fait, on va se retrouver avec un truc qui ressemble plus à grand-chose. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire super attention, cette partie estimation. À côté de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, les technologies, elles évoluent toutes super rapidement. En général, les développeurs, justement, changent de techno régulièrement. Et c'est ce qui se passe. Hein. Vous êtes sur du Java, vous avez passé sur du Kotlin, vous êtes sur du Angular, vous êtes peut-être passé sur React, ou l'inverse, évidemment, je ne peux pas faire de débat. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous regardez un petit peu ce que vous faisiez il y a peut-être 1 an ou il y a 2 ans, ce n'était pas forcément quelque chose de qualité. Si aujourd'hui vous remettez les pieds dedans, vous allez peut-être vous dire qu'est-ce qui m'a appris de faire ça
comme ça, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais c'est normal, en fait. C'est qu'on évolue vraiment en tant que développeur. Donc, c'est normal que même notre code à nous, il y a peut-être 1 an ou 2, soit pas maintenant quelque chose de qualité par rapport à notre niveau. À côté de ça, en parallèle, en fait, il se passe quelque chose de tout à fait naturel. C'est ce qui s'appelle l'entropie logicielle. Donc, toujours pareil, il y a Arnaud Lemaire qui a fait une conférence sur l'entropie logicielle qui est assez intéressante. Et justement, l'entropie, c'est quoi? En fait, c'est la tendance naturelle d'un système à se désordonner. Bon, à la base, c'est pas forcément uniquement dans le domaine du logiciel, hein, mais chez nous, ça s'y prête bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que merci Fab. Ce qui se passe, c'est que la complexité va augmenter l'entropie et tout ce qu'on va faire en termes de refactoring, ça va avoir tendance à ralentir. Sauf que vous imaginez bien que si une entreprise fait jamais de refactoring et travaille jamais sur le code qu'elle avait déjà produit avant, mais qu'elle est toujours dans un sprint total, en fait, on fait qu'augmenter l'entropie et on l'accélère encore parce qu'on rajoute beaucoup de complexité. Donc en fait, justement, Arnaud citait ça, le principe d'entropie logicielle, ça annonce que naturellement, la dette technique, elle ne fait qu'augmenter avec la durée de vie en fait, du produit qu'on est en train de développer. Et si jamais on ne fait rien pour lutter contre cette entropie, en fait, des coûts de production, et ça c'est intéressant, de la maintenance, en fait, ils vont augmenter tellement qu'au bout d'un moment, le logiciel qu'on développe sera plus rentable. Et on se retrouve aujourd'hui avec des entreprises qui passent leur temps à faire de la TMA et de la maintenance de logiciels sans jamais sortir de fonctionnalité. Et en fait, le logiciel perd un petit peu en valeur parce qu'il y a d'autres concurrents potentiellement qui rajoutent eux plus de fonctionnalités. Mais on a quand même des équipes de développement qui travaillent juste pour essayer de maintenir en vie ce logiciel et pour essayer de fixer un petit peu tout ce qui sort. Et dès qu'une fonctionnalité sort, on a plein de bugs qui vont sortir, etc. Donc ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent à cause de tous les facteurs que j'ai présentés avant, l'entropie plus tous les facteurs humains supplémentaires. Maintenant, là où ça va être bien intéressant, c'est vraiment de se placer d'un point de vue extérieur. On va se placer d'un point de vue peut-être d'un manager, d'un responsable des achats ou quelqu'un qui ne serait pas forcément technique. Et ce qui se passe en fait aujourd'hui dans notre métier, c'est qu'on va avoir des demandes métiers, que ce soit des demandes en interne ou des demandes de clients. Ensuite, on va avoir des développeurs qui vont développer. Donc là, en fait, quelqu'un qui serait extérieur, il ne sait pas exactement ce qui se passe au sein de l'équipe de développement, mais il se dit, bon, j'ai l'équipe qui est en train de développer des trucs. Donc, il se passe de la magie. Et qu'est-ce qui se passe au final? En fait, j'ai une livraison, j'ai mon logiciel avec mes fonctionnalités, et c'est cool. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, plus le temps passe, et plus on a des bugs qui arrivent sur ces livraisons, on ne comprend pas trop pourquoi, mais plus ça va, plus on a de bugs. Et également, tous les temps de livraison s'allongent. Et donc, une fonctionnalité qui, il y a 2 ans, prenait 2 ou 3 jours, aujourd'hui, elle prend 2 semaines. Et donc, évidemment, d'un point de vue extérieur, on ne sait pas trop comment gérer ce problème. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les développeurs sont des burnes? Est-ce qu'il faut recruter différemment, etc. Alors, c'est souvent pas le cas. Et du coup, souvent, ces personnes vont se dire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des indicateurs sur ce qui se passe en fait en sortie, sur la livraison. Par exemple, le Nutri-Score ici, mais voilà, vous avez des outils en fait qui vont être capables de vous sortir des indicateurs sur votre code, sur la livraison. Et là, à ce moment-là, en fait, vous allez pouvoir commencer à regarder comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer ce logiciel. Donc, ces indicateurs, en fait, ils vont venir de plusieurs choses. En premier, les plus connus, évidemment, ça va être les codes SMEL qu'on va avoir. Donc là, je cite le livre de Robert C. Martin, à Clean Code, qui va lister pas mal de codes SMEL. Donc, les codes SMEL, c'est quoi? C'est des endroits dans le code où ça pue. Ça pue pourquoi? Parce que vous avez une méthode qui est énorme, parce que vous avez des trucs qui sont imbriqués de manière assez forte, etc. Et donc, vous allez vous dire, il n'y a pas forcément un bug à cet endroit-là. Par contre, il y a plus de chances qu'il y ait un bug ici qu'ailleurs, parce que moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. Et également, si jamais on me demande de faire une modification sur ce code-là, je vais avoir un vrai risque en fait d'introduire un défaut. Et déjà, je vais passer plus de temps rien qu'à comprendre ce qui se passe là. Donc, les codes SMEL, en réalité, ils ont un vrai impact sur la maintenabilité du logiciel et également sur le nombre de bugs. Donc là, j'en cite quelques-uns, comme système de méthode, duplication de code, etc. Et évidemment, l'impact de ces codes SMEL, il est assez fort pour nous en tant que développeurs. Là, si vous prenez cet exemple ici, évidemment, si on vous demande de faire une modification dans cette fonction-là, ça risque d'être très compliqué justement de s'en sortir sans produire de bugs. L'avantage en fait des codes SMEL, c'est que pour la plupart, ils peuvent être identifiables par des linters. Les linters, c'est quoi? C'est des outils qui vont faire de l'analyse statique de notre code et qui vont être capables de dire, par exemple ici, à ce niveau-là, on avait une fonction avec un for, un if et encore un if. Et en fait, ici, automatiquement, c'est SonarCube dans ce cas-là, il nous a identifié que le dernier if, il est à plus de 3 niveaux d'imbrication. Donc là, visiblement, pour lui, il y a un souci.
il va remonter une alerte en fait en disant bah là attention, il y a peut-être un code semaine, donc il faut peut-être traiter ce truc-là. Il faut peut-être faire attention. Donc évidemment, les limiteurs, il en existe pour tous les types de langage et il existe tout plein d'ensembles de règles. Et ce qui se passe, ben, c'est que à partir de ces limiteurs, on commence à avoir des métriques et on peut se dire ben, c'est bien parce que je vais sommer tous les codes semaines que j'ai dans mon programme. Je vais classer les problèmes par type de problème, readability, readability, security, maintenabilité, etc. Donc on peut vraiment arriver à ordonner un petit peu tout ça. Et on va avoir une note, du coup, un peu comme sur les frigos, ce que vous avez de A à D, etc. Sauf qu'en fait, à la base, c'est des outils qui sont bien et qui peuvent être là, évidemment, pour nous aider. Mais aujourd'hui, en entreprise, ils sont quand même pas super bien utilisés. Alors pourquoi? Parce que le problème, en fait, c'est que il y a une vieille loi qui doit être des années 70, qui est la loi de Goddard, qui précise un petit peu ça, dit lorsqu'une mesure devient un objectif, ça cesse d'être une bonne mesure. Pourquoi? Parce que, évidemment, lorsque ça devient un objectif, tous les efforts de l'équipe, ils vont aller dans l'atteinte de cet objectif. Et donc, on va essayer d'améliorer, en fait, les indicateurs qu'on avait ici. On va essayer de passer de E à A. Sauf que, pour passer de E à A, on peut faire un petit peu n'importe quoi. On peut se dire, ben, je vais aller corriger du code legacy, par exemple, qui n'a pas bougé depuis 4 ou 5 ans, mais on va quand même améliorer plein de choses parce que c'était assez facile à corriger. Et en fait, on va améliorer notre note. Mais en réalité, même si notre note a été améliorée, ben, on n'a aucun impact sur le business parce que ben, ce n'était pas un bout de code qui allait changer dans tous les cas. Donc, on a juste perdu 3 jours à aller corriger un code qui n'était pas censé évoluer. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez important en fait de se dire ces indicateurs, il faut bien les utiliser parce qu'en premier, ce n'est pas eux qui vont dire est-ce que notre code est de bonne qualité ou pas. C'est juste des indicateurs qui vont nous remonter des potentiels problèmes. Mais parfois, en fait, des méthodes peuvent être un peu plus grandes parce que c'est un algorithme spécifique et l'équipe préfère fonctionner comme ça. Donc, en fait, on risque d'avoir aussi énormément de faux positifs avec ces outils-là. C'est ce que je dis ici. Il y a beaucoup de faux positifs qui peuvent arriver dans ces outils. Souvent, on a rarement vu comme des équipes qui avaient des limiteurs qui étaient très bien configurés. Donc, souvent, il y a beaucoup de faux positifs parce que les règles qui sont configurées à l'intérieur ne sont pas forcément correctes et ne correspondent pas vraiment au référentiel de l'équipe, à ce sur quoi elle travaille au jour le jour. Donc, c'est quand même super important de bien configurer tout ça. C'est des outils, malheureusement, qui sont assez peu utilisés par les développeurs, en dehors de SonarLint ou de ce qu'on a dans les IDE, qui peuvent nous aider, évidemment, au quotidien. Ça peut être intéressant. Mais les outils, ces gros tableaux de bord, en fait, qui clignotent, aujourd'hui, les développeurs ne vont pas vraiment dessus. Et le risque, c'est que les développeurs ne les utilisent pas, mais que des personnes qui ne seraient pas développeurs, eux, les utilisent pour aller essayer de faire en sorte que, justement, on produise plus vite. Et là, il y a un vrai problème parce que, en fait, on va travailler sur des indicateurs qui ne reflètent pas la réelle qualité de notre projet. Donc, c'est ce que je dis ici, c'est vraiment un snapshot global de l'état du code. Et il faut se concentrer que sur le code qui va évoluer et que sur le code récent. C'est vraiment ça qui est important. De la même manière, on a la même problématique, évidemment, avec la couverture de tests. Si vous avez des tests chez vous et que vous analysez la couverture, c'est pareil, c'est un indicateur, en fait, qu'il faut lire un petit peu à l'envers. Si on prend cet exemple ici, on a en fait en vert ici toutes les lignes qui ont été couvertes par le test et en rouge les lignes qui ne sont pas couvertes. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les lignes en vert ici sont testées et sont bien testées. Ça veut juste dire que des tests ont exécuté du code qui passe ici. Donc, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est plutôt à l'inverse, c'est en se disant, ce que je suis sûr ici, c'est que ces deux cas-là, qui sont en rouge, ils ne sont pas testés. Ça, c'est sûr parce qu'il n'y a aucun test qui a exécuté ce code-là. Donc, je suis sûr que ces cas ne sont pas testés. Par contre, est-ce que le premier cas est bien testé ou est-ce que j'ai un assert true à la fin? Ça, évidemment, c'est vraiment à l'équipe de regarder ce qui se passe derrière dans les tests et de s'assurer que les tests soient de qualité. Donc, on a vraiment une problématique un peu similaire à celle qu'on pourrait avoir avec des indicateurs sur les codes semaines. On peut avoir une très bonne couverture de code, mais avoir des tests qui ne servent pas à grand-chose. Donc, toujours pareil, ces indicateurs, il faut vraiment y faire attention. Donc, la question, c'est si ces indicateurs ils nous aident un petit peu à identifier des choses, mais qui ne sont pas super vraiment pour qu'on s'améliore en termes de qualité, qu'est-ce qu'il faut viser? Évidemment, je pense que vous l'aurez compris, ce qui est important, c'est les développeurs. C'est l'équipe de développement et c'est de voir comment est-ce que l'équipe de développement, justement, travaille. Et ça tombe bien parce que, du coup, le webinaire peut commencer maintenant. On va parler, du coup, de ce mouvement, le software craftsmanship. Pour résumer un petit peu l'apparition de ce mouvement, c'est quand même quelque chose qui est assez vieux. Hein. On commence à parler en 92. C'est Jack W. Reeves qui en parle dans son essai What is Software Design, un essai qui n'est pas super long et qui est très intéressant. Franchement, c'est un must-read si jamais
vous avez un petit peu de temps juste après le webinaire, lisez-le, il est vraiment super intéressant. Il se pose la question un petit peu de qu'est-ce que c'est que notre métier de développeur, et c'est justement lui qui fait un petit peu ces analogies entre l'industrie classique et nous en tant que développeurs. Après, un peu plus tard, en 99, il y a Pragmatic Programmer qui est sorti de Andrew Hunt et David Thomas, qui sont deux signataires du manifeste agile. Et ici, on commence à voir apparaître de plus en plus en fait la métaphore justement de ce côté artisanat. Donc, software craftsmanship, hein, c'est l'artisanat logiciel. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de faire un petit peu un parallèle entre notre métier et pas une discipline d'ingénierie où on serait des exécutants, mais vraiment, c'est plutôt en fait considéré comme des artisans. Donc, il y a toute une notion de compagnonnage, en fait, d'amélioration qui va apparaître derrière. Donc, en 2001, pareil, il y a Pete McBride qui a sorti le livre Software Craftsmanship. Donc, on revoit ici un petit peu la métaphore. Et en fait, dans ces bouquins, justement, on pousse plusieurs valeurs. Et l'idée, par exemple, c'est vraiment de rentrer dans une démarche d'amélioration continue en tant que développeur. Donc, aujourd'hui, en fait, quand on sort d'une école, on démarre juste dans le monde réel, on démarre notre vrai apprentissage. Et donc, toute notre vie, on va passer notre vie à apprendre des choses. Donc, c'est vraiment ce que je dis ici, un apprentissage continuité. Il faut valoriser notre savoir-faire dans le sens où ce qu'on va produire comme logiciel, il faut qu'on en soit fier. Et il faut vraiment qu'il y ait une sorte de savoir-faire. On n'est pas juste des exécutants, on va juste produire des applications. Le code qu'on produit est vraiment super important. Et donc, le fait de produire du bon code, c'est comme le fait de produire une super horloge, par exemple, si vous êtes un horloger. C'est important, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir valoriser. Et effectivement, en fait, si vous regardez le livre de Sandro Mancuso, justement, dans le chapitre 4, il explique justement que en tant que développeur, c'est super important de continuer à faire de la veille constante sur pas mal de choses qui vont se passer, donc notamment des meet-ups comme on fait ce soir, des articles de blog, des conférences, il y en a pas mal, des réseaux, sur des Slack, etc., des différentes communautés en fait, de développeurs qui vont permettre justement de s'améliorer sur différentes actions. Ce que le craft n'est pas, c'est une certification. Ça, c'est vraiment le premier point qu'il faut mettre en avant. En fait, on n'est pas certifié craft ou certifié développeur classique, entre guillemets. C'est vraiment assez mauvais de faire cette distinction. C'est pas un modèle de maturité non plus, et surtout, ça divise pas le monde des développeurs en deux catégories. Ça, souvent, c'est des choses que j'ai pu un petit peu entendre ces dernières années. Effectivement, il y a des gens qui se disent, oui, mais alors du coup, est-ce que tu veux recruter un développeur craft ou un développeur classique, entre guillemets? Alors, il n'y a pas du tout une catégorie de développeurs craft et une catégorie de développeurs qui ne seraient pas craft. L'idée, en fait, c'est que ce mouvement Software Craftsmanship va pousser différentes valeurs qui sont des valeurs normalement plus ou moins acquises par l'ensemble des développeurs. Mais le but, c'est vraiment de mettre en avant ces valeurs et surtout de pouvoir vraiment les lister et les présenter à tout le monde. Si on repart un petit peu sur la partie historique, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'en 2001, on a le manifeste agile qui est sorti. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous sûrement l'ont vu, hein, mais c'est quelque chose qui a été signé par 17 signataires, donc Ken Beck, James Lemoine, etc. Donc 17 développeurs qui étaient des développeurs très réputés évidemment à l'époque et toujours très réputés aujourd'hui, donc des très bons développeurs. Et en fait, ils ont voulu remettre un petit peu en question ce qui se passait en 2001 sur la partie développement logiciel. C'était en fait une époque où il y avait justement beaucoup de process, d'outils, de documentation, etc. Les process étaient très très longs. Et ils se sont dit, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est réduire les boucles de feedback pour pouvoir justement s'assurer qu'on va délivrer de la valeur. Et donc, ils ont créé 4 valeurs qu'ils ont mis en avant par rapport aux valeurs un petit peu du passé. Donc, les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils. Les logiciels qui soient opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive, évidemment. Le but, c'est d'avoir des logiciels qui fonctionnent. La collaboration avec les clients plutôt que de la négociation contractuelle où on va se batailler un petit peu sur des estimations ou quoi que ce soit. Donc, le but, c'est vraiment de collaborer avec les clients. Et la plus connue de toutes, hein, c'est vraiment l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Aujourd'hui, on ne va pas développer des applications sur un cahier des charges qui va durer 2 ans et à la fin sortir quelque chose au bout de 2 ans parce qu'en fait, en réalité, le marché a tellement vite évolué que 2 ans plus tard, ce qu'on vient de développer, ça n'a plus du tout de sens. Et en fait, il aurait fallu développer quelque chose de complètement différent. Évidemment, ça dépend des corps de métier. Si vous êtes dans de grosses industries, c'est encore toujours le cas parce que les process sont différents. Mais vraiment, c'est ce qui a été le plus retenu, c'est vraiment ce côté adaptation au changement. Ce qui s'est passé, par contre, c'est que la plupart en fait, des gens qui ont regardé ce manifeste se sont dit, en fait, on ne parle pas trop de qualité technique là-dedans. On parle surtout de gestion de projet, entre guillemets. Et donc,
certaines personnes y ont vu juste une nouvelle manière de gérer les projets. Mais ils ont mis de côté tout ce qui était qualité technique. En fait, le problème, c'est que les signataires de ce manifeste, qui sont des très bons développeurs, hein, ils ont sous-entendu qu'il fallait s'adapter au changement, mais bien sûr en produisant de la qualité. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, les différentes personnes se sont dit, on va rajouter une nouvelle valeur dans le manifeste qui sera craftsmanship over execution. Donc, l'artisanat plutôt que juste de l'exécution. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas été rajouté dans ce manifeste agile. Par contre, en 2009, donc un an après, il y a un nouveau manifeste qui a été créé, qui a été le manifeste pour le software craftsmanship. Et là-dedans, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont repris, donc c'est pas les mêmes personnes qui l'ont créé, mais ce qui a été fait, c'est que les personnes ont repris les 4 valeurs du manifeste agile, donc logiciel opérationnel, adaptation au changement, individu, interaction, collaboration avec les clients, et ils ont rajouté par-dessus une valeur qui, pour eux, est essentielle, une valeur plus technique. Donc, pas uniquement des logiciels qui soient opérationnels, mais des logiciels qui soient également bien conçus, évidemment. Pas seulement adaptation au changement, mais l'ajout constant de valeur dans le logiciel. Pas seulement les individus et les interactions, mais la communauté de professionnels, donc ça c'est ce que j'avais un petit peu précisé au début, et pas seulement la collaboration avec les clients, mais des vrais partenariats qui soient positifs. Donc si on reprend un petit peu les différents points, en premier, la communauté de professionnels, c'est vrai que depuis 2009, donc depuis un peu plus de 10 ans maintenant, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de communautés qui ont été créées, du moins en France, d'après ce qu'on voit. Donc pas mal de groupes, hein, Okiwi sur Bordeaux, le Java User Group, Software Crafters à Paris, etc. Il y en a un petit peu partout en France. Et c'est des groupes, en fait, des communautés qui vont regrouper tout un ensemble de développeurs qui vont pouvoir partager entre eux, s'échanger de l'information, s'échanger de la connaissance. Et ça va permettre justement à tout le monde de grandir plus rapidement. À côté de ça, il y a les meet-up, comme on fait ce soir, qui permettent justement de s'ouvrir sur différents sujets. Les Brown Bag Lunch, donc là, l'idée, en fait, c'est que quelqu'un vienne entre midi et 2 dans votre entreprise pour présenter un petit peu un sujet, du DevOps, je sais pas, du React, le Craft, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un échange justement de connaissances. Les coding dojo qu'on va avoir pour s'améliorer en tant que développeur. Et les conférences, donc il y en a pas mal, hein, BDXIO sur Bordeaux, les Agile Tours, Devox à Paris, etc. Il y en a un petit peu tout le temps en France, et il y en a de plus en plus. BDXIO, effectivement, on est passé de 500 participants il y a 2-3 ans à l'an dernier, plus de 1000 participants à Bordeaux. Donc vraiment, le chiffre a doublé en un an ou deux. Donc c'est vrai que plus ça va, et plus les gens justement s'intéressent quand même à ces différentes conférences, et ils cherchent vraiment à s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important qui est vraiment poussé par ce mouvement. À côté de ça, les partenariats productifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on n'est pas juste des développeurs, on doit vraiment collaborer avec les clients ou le métier. Hein, c'est pas forcément uniquement les clients, les gens avec qui on travaille. Ça va être aussi les managers, en fait, les responsables de projet qui sont peut-être pas forcément techniques à la base. Le but, c'est vraiment de collaborer avec eux pour pouvoir échanger, leur partager des problématiques, en fait, être vraiment transparent en leur expliquant justement quel est l'état du logiciel, est-ce qu'on doit créer de la dette technique ou pas, est-ce qu'il y a des choses à rembourser. Donc en fait, on n'est pas uniquement des développeurs, et malheureusement, on est aussi des négociants. On doit passer notre temps un petit peu à négocier pas mal de choses et à expliquer des choses justement aux différentes personnes dans les différents corps de métier. La partie sur laquelle on va faire le focus maintenant, ça va être surtout la partie logiciel bien conçu. Donc là, évidemment, le but, c'est d'arriver à avoir un code qui est propre, qui est maintenable, qui est évolutif, faire des livraisons le plus rapidement possible, et donc produire de la valeur le plus rapidement possible. Ça ne sert à rien d'avoir des tâches qui nous prennent 6 mois alors que ça aurait pu être sorti plus rapidement, parce que tout ce qu'on n'a pas livré, c'est uniquement de la perte, parce qu'en fait, c'est du stock de notre côté. On stocke des fonctionnalités, mais les clients finaux, ils n'ont pas ces fonctionnalités entre les mains. Donc, tant que ce n'est pas en production et que le client ne peut pas se servir des fonctionnalités, ça ne vaut rien. C'est vraiment uniquement chez nous et c'est du stock. Donc, le but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible dans la livraison. Et pour ça, évidemment, il faut qu'on puisse être sûr de ce qu'on produit et qu'on puisse travailler dans un environnement en fait, qui nous permet justement de bien travailler. Donc, si on reprend un petit peu ce schéma avec la boîte noire, ce qui se passe en réalité au niveau d'équipe de développement, c'est que les développeurs ne sont pas là pour produire du code. On va appliquer tout un ensemble de pratiques, que je liste un petit peu ici, qui vont nous permettre justement de produire du code de qualité et qui vont nous permettre de livrer rapidement et de créer vraiment de la valeur. Donc, en tant que développeur, on ne va pas juste être dans un coin avec notre clavier et produire du code, puis le livrer en prod, etc. C'est plus ça notre métier. Ça. Je pense que ça n'a jamais réellement été ça. Aujourd'hui, il y a tout plein de pratiques qui sont mises en place dans les entreprises de plus en plus
Et c'est vrai qu'il faut apprendre maintenant à comprendre l'intérêt de ces différentes pratiques, à voir quand est-ce qu'elles ont un intérêt ou pas pour nous. Et c'est vraiment là qu'est l'importance de notre métier. Et évidemment, ça, c'est complètement indépendant du langage de programmation ou de ce que vous faites en développement. Donc l'idée de cet ensemble de pratiques, c'est que, en premier, si on vous met toujours un marteau dans la main, pour vous, tout va ressembler à un clou. Donc évidemment, il ne faut pas appliquer bêtement du Scrum, par exemple, parce que Scrum, c'est cool, et puis c'est quelque chose qui est pas mal utilisé, il faut l'appliquer tout le temps. Non, c'est pas forcément le cas. Kanban, c'est pareil, voilà. Tous les ensembles de pratiques en fait, qu'on va avoir, ça va un petit peu se considérer comme des outils. Et l'idée, ça va être de se dire quels sont les outils qui vont être adaptés à mon contexte et à mon besoin. Donc, si on les regroupe un petit peu, ces différentes pratiques, on va avoir pas mal de pratiques dédiées justement à la gestion de projet, donc Scrum, Kanban, pas mal de pratiques dédiées à notre développement au quotidien, du pair, du mode programming, du BDD, TDD, DDD, ATDD, plein de trucs en DD. Pas mal de pratiques, de plus en plus maintenant sur l'aspect montée en compétences, les coding dojo, les katas, les ateliers craft, la code review, que j'ai listé un petit peu là-dedans, mais évidemment, ça fait partie du process de développement. Et ensuite, des pratiques un petit peu dédiées quand même toujours au développement, mais plus sur la partie déploiement, donc du feature branching ou du string-based développement, du CI, tout ce qui va être CI/CD justement, qui va nous permettre de livrer le plus rapidement possible. Bon, évidemment, là, ce soir, on n'a pas 4 heures, donc je ne vais pas présenter l'ensemble de ces pratiques, mais je vais faire un focus sur vraiment certaines d'entre elles qui, pour moi, sont aujourd'hui quand même celles qu'on commence à voir le plus dans les entreprises et celles qui sont super importantes pour travailler sur cette problématique de qualité logicielle. En premier, quelque chose qu'on voit assez rarement, malheureusement, en entreprise, du pair programming. En fait, l'idée du pair programming, pour faire simple, c'est qu'on a deux personnes qui vont coder ensemble une fonctionnalité. On va avoir quelqu'un qui va être sur le clavier, qui va être ce qu'on va appeler le driver, et quelqu'un qui va être derrière, qui va être le navigateur. Donc l'idée, c'est pas que le driver, justement, fasse entièrement la fonctionnalité et que l'autre soit juste observateur. C'est en fait le navigateur qui est derrière qui va justement expliquer au driver ce qu'il va falloir faire. Et donc en réalité, le driver qui est sur le clavier, c'est celui qui ne va pas faire grand-chose, qui va juste taper et s'assurer que ce qu'il tape, c'est cohérent. Et le but, c'est que ce rôle tourne régulièrement, toutes les 15 minutes ou 30 minutes par exemple, et ça va permettre justement de se concentrer pour réaliser des tâches plus ou moins complexes un peu plus rapidement. Donc le gain du pair programming, il est quand même très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est encore sous-estimé malheureusement par des personnes qui ne seraient pas forcément dans la technique. C'est pour ça que j'ai mis cette image ici. Souvent, on a des gens qui vont passer, qui vont dire est-ce que vous êtes vraiment productif à être à deux sur un ordi alors que vous pourriez être deux en parallèle à faire des fonctionnalités. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui n'est pas apprécié, on va dire, à sa juste valeur. Il faudrait plus d'études, je pense, sur justement le ROI qu'on pourrait avoir en passant du temps en faisant du pair programming. Mais c'est vrai qu'en tant que développeur, normalement, on est quand même assez convaincu que c'est super intéressant de travailler sur des fonctionnalités à plusieurs. Évidemment, si on veut aller plus loin que du pair programming, on peut travailler en mob programming. Donc là, quel est le principe en fait? C'est qu'on va toujours être à deux, avec un driver et un navigateur. Et derrière, on va avoir tout un ensemble de personnes en fait, qui sera tout le reste de l'équipe. Et ça va constituer ce qu'on appelle le mob. Donc en fait, on va avoir plein de gens qui vont être derrière, qui vont regarder ce qui se passe, qui vont faire plein de suggestions. On a un navigateur qui va prendre toutes ces suggestions et qui va être capable de dire au driver voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc il va faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'il y a derrière lui. Et c'est quand même assez intéressant parce que ça permet justement de partager des connaissances assez rapidement au sein d'une équipe et de s'assurer justement que ce qu'on produit est vraiment bien fait parce qu'on est avec toute l'équipe pour faire ça. En réalité, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qu'on voit assez peu dans les entreprises, malheureusement. C'est assez rare de voir des entreprises qui font vraiment du mob programming. Toujours pareil, il y a toujours cette question du ROI qui arrive derrière. Maintenant, je vais m'attarder un peu plus quand même sur les code reviews. Donc les code reviews, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait quasiment tout le temps dans les entreprises. Donc lorsque vous faites des merge requests ou quoi que ce soit, en fait, souvent votre code va être revu par les autres développeurs. Et il y a une étude qui est sortie récemment, là, qui a été faite par SmartBeer, qui date de 2019 ici, ça s'appelle The 2019, la State of Code Review. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont posé des questions à, je crois que c'est environ 1100 développeurs.
de différentes entreprises. Donc, je crois qu'il y avait 35 entreprises qui étaient listées dans l'étude qu'ils ont faite. Des entreprises de tailles différentes, ça allait de 25 à 500 personnes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont demandé aux développeurs qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous mettriez en place comme pratique pour améliorer la qualité de votre code. Et aujourd'hui, en fait, ce que des gens ont répondu, c'est que en premier, ce serait vraiment les code reviews qui, pour eux, leur permettraient justement d'améliorer leur code. Vous voyez, en 2019, ici, il y a encore plus de personnes qui ont dit que c'était vraiment les code reviews qui seraient importantes. Ensuite, on a le unit testing, etc. Et la partie analyse statique avec SonarCube sur des code smells, etc., ça arrive en fait quasiment dernier. Là. Ces static analysis, il y en a, il doit y en avoir 2,5% à peu près. Donc c'est vrai que cette partie qui aujourd'hui est vraiment mise en avant avec les limiters, etc., la plupart des développeurs se rendent compte que c'est pas ça qu'il faut faire pour améliorer la qualité de notre code. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'échange et la discussion entre développeurs. C'est vraiment juste ça qui va nous permettre de nous améliorer. Ce qui est intéressant, c'est une autre question qui a été posée, c'est à quelle fréquence est-ce que vous avez l'impression justement est-ce que vous avez l'impression d'apprendre des choses des autres développeurs lorsque vous participez à des revues de code? Et aujourd'hui, en fait, on a 4 personnes sur 5 ici qui vont dire ben oui, je suis d'accord ou je suis très d'accord. Donc ça prouve bien que lorsqu'on fait des revues de code, en fait, ça va nous permettre d'apprendre des choses. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est pas uniquement de se dire est-ce que le code va passer en production ou pas. Le but, ça va être vraiment d'échanger et de partager entre développeurs. Pourquoi? Parce que entre développeurs, quand on est développeur un petit peu dans notre coin, évidemment, on ne peut pas tout connaître. On ne peut pas connaître toutes les subtilités d'un langage ou d'un framework ou des choses sur la structuration ou quoi que ce soit. Et le but, ça va être vraiment de pouvoir échanger avec d'autres développeurs qui ont d'autres connaissances et de capitaliser un petit peu sur les connaissances de tout le monde. Donc, c'est vraiment ça qui peut être intéressant. Et les code reviews, en fait, à la base sont vraiment là pour permettre justement cet échange. Par contre, ce qui se passe, c'est que justement, dans ce process de revue de code, aujourd'hui, on a un feedback qui est quand même assez mitigé sur est-ce que, justement, la question qui a été posée ici, c'est est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du process de revue de code que vous avez en interne chez vous? Et en fait, il n'y a que 45% des personnes qui répondent, des développeurs ici, qui sont satisfaits. Donc, ça fait quand même 1 sur 2 qui ne sont pas satisfaits. Et effectivement, de notre point de vue, après avoir échangé avec pas mal d'équipes qui ont mis en place des revues de code, ce qu'on voit, c'est pas mal de choses qui reviennent régulièrement. Les revues de code, en fait, souvent, elles vont que dans un sens. Donc, ça va être surtout des seniors qui vont faire des revues de code de juniors. L'idée, à la base, c'est un peu louable, c'est de se dire, on a des gens plus expérimentés qui vont apprendre des choses à des personnes qui sont moins expérimentées. En réalité, dans notre métier, il n'y a pas vraiment on se bat un petit peu aujourd'hui contre la notion de senior, junior, etc. Quelqu'un qui sort d'école peut avoir tout autant de choses à apporter que quelqu'un qui est resté 20 ans sur le même projet dans une entreprise. Il n'y a pas du tout de notion parce que quelqu'un est jeune, en fait, et quelqu'un sort justement d'école, il ne va pas avoir son mot à dire sur la qualité du code et du projet qui a été mis en place. Donc, c'est vrai que les revues de code devraient aller dans les deux sens et tout le monde devrait faire des revues de tout le monde. C'est quand même quelque chose déjà qui est assez important et c'est un feedback qu'on a eu assez régulièrement. À côté, souvent, en tant que personne justement qui fait les revues, on a souvent tendance à répéter les mêmes choses dans les revues. Donc, vous faites la revue de quelqu'un, vous allez identifier plein de pratiques, vous allez lui en parler, etc. Et puis, 2 semaines plus tard, il y a une autre personne qui arrive dans le projet, puis évidemment, vous allez répéter un petit peu les mêmes choses, etc. Donc, c'est vrai qu'on ne capitalise pas beaucoup en fait sur ce qu'on dit. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez frustrant pour les personnes qui font les revues. Après, on a des personnes qui ont tendance à mettre un petit peu trop de commentaires dans les revues. On va se retrouver avec des revues de code où il y a 40 ou 50 commentaires avec des choses à modifier derrière pour que le code soit accepté et du coup passe en production. Donc souvent, c'est quelque chose qui va frustrer les gens qui ont poussé le code et qui l'ont proposé à la revue. Donc c'est la première problématique. Et également, on va passer trop de temps en fait. Le process de la revue va pas nous donner un gain parce que avant qu'une fonctionnalité sorte en prod, on va mettre 4 semaines avec tous les allers-retours pour être sûr que le code passe en prod. Donc là, effectivement, quand on est un peu trop tatillon dans la revue, ça peut poser problème. À côté de ça, souvent, effectivement, on a tendance à pousser un peu trop de code. Une bonne revue, Cédric, qui est avec nous, a déjà fait un talk sur le sujet, de la revue de code, un talk entier là-dessus. Mais l'idée, c'est de se limiter à 400 lignes maximum poussées, sinon c'est vraiment trop et on a tendance à bâcler les revues. En fait. On va beaucoup trop vite et du coup, elles ont plus aucun intérêt.
Et quand on impose des revues de code, mais qu'il y a beaucoup trop de choses à voir et qu'on n'a pas de temps, au final, ça sert plus à rien. En fait, ça perd vraiment son utilité. Également, il y a une vraie problématique qui remonte, c'est sur quelle pratique on se base. Parce qu'on a évidemment une sorte de référentiel commun, mais qu'est-ce qu'il a ce référentiel? Est-ce que c'est juste les seniors en fait qui vont avoir ça dans leur tête? Comment est-ce qu'on se met d'accord? Si moi je suis pas d'accord avec quelqu'un qui est responsable en fait dans le projet, comment je fais pour en discuter avec lui, etc. Et c'est pas forcément dans les revues de code en fait qu'on va traiter ces problématiques. Et en dernier, évidemment, souvent c'est ce qui nous est le plus remonté comme feedback, c'est qu'on a du mal à capitaliser sur ce qui est dit pendant les revues. Parce que les commentaires sont perdus, en fait, une fois que la revue est terminée, etc. Et donc, on a une sorte de roulement, on fait de la revue, ça devient plus une sorte de norme dans notre process de développement, mais on ne capitalise pas vraiment, et du coup, la revue, du coup, perd un petit peu de son sens. C'est ça vraiment le problème qu'on va avoir derrière. Alors, Xavier qui pose une question, pourra-t-on retrouver en différé? Effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais à la fin du webinaire, tout va être enregistré, donc vous pourrez le revoir sans problème. On partagera le lien. Donc, si jamais vous devez y aller, évidemment, il n'y a aucun souci, vous pourrez le revoir plus tard. Alors, tout ça pour dire que la revue de code, c'est bien, mais pour nous, ce n'était pas suffisant, en réalité, dans les équipes, pour vraiment partager des connaissances et partager les bonnes pratiques. C'est vraiment ce qui est poussé par le mouvement du craft. C'est vraiment l'idée de base, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour diffuser les connaissances et les pratiques à tout le monde et comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer. La première phrase du manifeste pour Software Craftsmanship, c'est élever le niveau. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on fait pour élever le niveau au sein des équipes, etc. et pour s'améliorer. Et pour ça, en fait, on a réfléchi il y a un peu plus d'1 an maintenant à un nouveau format qui serait complémentaire à ce qui est vu aujourd'hui dans les revues de code. C'est un format qu'on a appelé les ateliers craft. C'est pour ça qu'on va pouvoir en parler un petit peu après. Mais l'idée, c'est vraiment de se baser sur le fait que... Merci Florent pour un petit peu. L'idée, c'est vraiment de se baser sur le postulat que quand on parle de shift left, c'est-à-dire de décaler un petit peu tout ce qui est process de qualité le plus tôt possible dans le développement, en fait, le moment où il faudrait travailler sur la qualité, c'est avant même de taper du code. C'est ce qu'il y a en gros entre la chaise et le clavier, c'est les développeurs. Donc évidemment, le but pour produire de la qualité et pour être efficace, c'est d'avoir des bonnes connaissances en tant que développeur et de se partager cette connaissance. Comme ça, on est sûr que quand on va produire du code, que ce soit des tests, du code, de la doc, n'importe quoi, au moins on sera sûr que ce sera quelque chose de qualité. Donc c'est vrai que le but, ça a été de se dire, les code reviews en fait sont bien pour dire est-ce que du code passe en prod ou pas, mais sur ce côté partage de connaissances, capitalisation, c'était pas assez. Donc on a défini un nouveau format en fait qu'on a pu tester cette année avec pas mal d'équipes dans différentes entreprises différentes, différentes tailles d'équipes. En fait, l'idée des ateliers craft, c'est quoi? Ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait avoir en fait à la base dans des revues de code. On va sélectionner des fichiers, sauf que là, on ne va pas faire comme les revues de code et on va prendre tout le code qui doit passer en prod et on va à chaque fois faire de la revue pour se dire est-ce que c'est du code qui passe ou pas. Là, on va juste prendre un échantillon. On va prendre 2 ou 3 fichiers max sur une semaine et ça va être des fichiers assez représentatifs parce que c'est des fichiers récents qui ont bougé beaucoup. Peut-être qu'il y a plusieurs développeurs qui sont passés dessus ou alors c'est des fichiers qui portent sur un sujet intéressant et donc on a envie d'en discuter. Donc, on prend un échantillon, uniquement un échantillon. Ensuite, on va demander à chaque développeur de l'équipe d'aller identifier ce qu'il trouve intéressant dans ces fichiers en termes de bonnes pratiques. Évidemment, de bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques. L'idée, c'est de pouvoir mettre en avant également des choses quand même qui sont bien. C'est des choses qui ne sont pas réellement faites dans les revues de code. Là, le but, ça va être plutôt de se dire, il y a peut-être des choses dans ces fichiers-là qui sont récentes, qui sont vachement bien, et qu'il faudrait qu'on retrouve dans d'autres fichiers et potentiellement dans d'autres projets, dans d'autres équipes. Parce que ce truc-là, c'était quelque chose qui était très bien fait. Ensuite, le but, une fois que chacun un petit peu de son côté a identifié ses pratiques, ça va être de pouvoir discuter un petit peu en équipe de ce qui a été identifié. Et le but, ça va être vraiment ça, ça va être de pouvoir faire cette discussion tous ensemble et partager un petit peu ces différentes pratiques dans l'équipe. C'est vraiment ça qui va être important. Et évidemment, le but, ça va être de capitaliser sur tout ce qui a été dit. Donc, tout ce qu'on a identifié et toutes les pratiques qui ont été créées, on va les enregistrer et on va être capable, du coup, de pouvoir les repartager à un nouveau développeur qui arrive ou quoi que ce soit. Donc, pour présenter un petit peu à quoi ça ressemble un atelier craft, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en faire un ensemble. Je pense que tout le monde voit bien mon écran derrière.
Et je vais vous montrer un petit peu justement comment ça se passe dans un atelier craft un petit peu classique, pour que vous compreniez bien justement la différence qu'on peut avoir avec les revues de code et surtout la complémentarité. Évidemment, le but des ateliers craft, c'est absolument pas de remplacer les revues de code. Les revues de code sont quand même assez essentielles dans les différents projets pour s'assurer que le code qui passe en prod est. Ce que je vous montre ici, c'est la plateforme du coup qu'on a développée qui en fait est un support à ce nouveau format d'atelier craft et qui va permettre justement d'animer, de discuter un petit peu en équipe autour de ces ateliers craft. Donc un atelier craft, c'est quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être un truc où on va donner un nom en fait à un atelier. Un atelier va durer 1 semaine ou 2 semaines. Et là, par exemple, je vais le nommer API et TDD. Donc en général, des équipes font ça sur des sujets spécifiques. Ça va être sur de la sécurité, de la performance, du front, des fichiers Gherkin, du Cypress, n'importe quoi. À partir du moment où c'est du code, en fait, on peut travailler un petit peu là-dessus. Donc derrière, là, je vais en créer un API et TDD. Je vais poser une date de rétrospective dès le début. Je vais dire, ben, on fera la rétro à la fin de la semaine, aussi le mardi 15 décembre. Et donc, on va se réunir pendant 1 heure le 15 décembre et on va pouvoir discuter du coup tous ensemble de ce qui se passe derrière. On va définir une limite du nombre de bonnes pratiques à identifier parce qu'on ne veut pas avoir ce travers qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les équipes en fait, qui vont faire justement de la revue de code et qui vont mettre un peu trop de commentaires. Le but ici, c'est de dire chaque personne va identifier 2 ou 3 pratiques maximum, donc celles qui sont les plus importantes pour eux. Et à partir de ces pratiques, on va pouvoir discuter, mais il n'en faut pas trop. Il ne faut pas que ce soit trop long. Donc ensuite, on va choisir un sujet. Le sujet, ça va être quoi? Ça va être des fichiers récents, comme j'ai dit. Donc là, j'ai un fichier de test en JavaScript et un fichier d'API. Ce fichier d'API correspondant, c'est je suis dans le cadre d'un site e-commerce ici, par exemple, et c'est mon panier. En fait. C'est l'API de mon panier. Donc une fois que j'ai créé mon atelier, ce qui va se passer, c'est que chaque développeur dans la semaine va pouvoir aller faire son atelier. Faire son atelier, c'est quoi? Ben, en fait, je vais passer ici sur ces fichiers et je vais pouvoir identifier ce qui, pour moi, comme j'ai dit, est plus important. Et dans ce fichier, par exemple, d'API, ben, je vois que le développeur ici, je m'en fiche de savoir qui c'est. Par contre, ce que je vois, c'est que dans cette API, il y a un repository qui a été utilisé. Alors, les repositories, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose qui nous permet de séparer la base de données du métier. Donc, vraiment, c'est une interface, en fait, avec la base de données. Et ça, c'est quelque chose d'assez cool parce que ça nous permet de ne pas avoir à taper la base de données en dur, on va dire, dans notre API ici. Donc, ce que je peux faire en tant que développeur, c'est que je vais sélectionner, en fait, la ligne qui m'intéresse et je vais avoir, ce qui va apparaître ici, c'est la liste de toutes les pratiques qui ont déjà été définies dans notre équipe. Donc là, j'ai toutes ces pratiques-là qui ont déjà été validées par l'équipe. Et en fait, ici, je vais chercher quelque chose qui s'appellerait use repository. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pratique qui existe qui s'appelle use repository. Donc, j'ai rien sur le repository. Donc, en fait, là, l'avantage, c'est que je sois junior ou senior, ça, il n'y a pas de différence, je peux proposer une pratique. Donc, je peux être stagiaire et arriver dans l'équipe, et en fait, je peux proposer une pratique au même titre que la personne qui a 20 ans d'expérience et qui est dans l'équipe. Pourquoi? Parce que je ne viens pas l'imposer, en fait, je viens juste la proposer. Je vais dire, ben, je trouve que c'est cool d'utiliser un repository. Je vais dire, est-ce que là, c'est un exemple positif ou un exemple négatif, en fait, dans cet exemple-là, dans cette ligne? Ben, dans mon cas, c'est un exemple positif, parce que, visiblement, c'est bien fait. Je suis dans le fichier de l'API, et je vais taper le repository. Donc là, en fait, je viens d'illustrer cette pratique sur le code en disant, mais ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé cool. À côté de ça, évidemment, là, je viens de poser un tag qui est positif. Je peux trouver peut-être des choses qui seraient améliorables. Et ici, par exemple, j'ai un commentaire. Alors, les commentaires, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça fait toujours un petit peu débat. Mais effectivement, la croyance commune, on va dire, en ce moment, et ce qui est poussé dans pas mal de livres, c'est de dire que lorsqu'il y a un commentaire dans le code, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à rendre explicite le code qui était en dessous. Et donc, visiblement, il y avait quelque chose de mieux à faire pour rendre le code vraiment explicite et pour ne pas avoir besoin de ce commentaire. Pourquoi? Parce que les commentaires, souvent, ils ne sont pas mis à jour, ils mentent, etc. Donc, il y a plein de problématiques qui vont arriver là-dessus. Donc, ce que je peux faire de la même manière, c'est cliquer ici et regarder si je n'ai pas des pratiques liées aux commentaires. Et là, j'en ai plusieurs. J'ai éviter les commentaires pour découper du code, éviter le code mort, ça évidemment, et éviter les commentaires qui seraient inutiles. Et dans mon cas ici, c'est un commentaire qui est inutile. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais poser le tag cette fois en négatif, donc en orange. Et quand je pose quelque chose en négatif, évidemment, je peux proposer une correction. Et je peux dire, qu'est-ce que j'aurais fait moi pour améliorer ce code-là? Je ne dis pas que le code, du coup, ne doit pas passer en prod ou pas, parce que vu que c'est un échantillon de notre code, normalement de prod, ce code est déjà plus ou moins en prod. Donc, le but, c'est de se dire plutôt comment est-ce qu'on aurait pu améliorer ce truc-là en termes de qualité pour justement
qu'il y ait moins de bugs et pour pouvoir maintenir plus facilement le code ici. Donc moi, ce que j'aurais fait en tant que développeur, hein, peut-être que vous auriez d'autres suggestions derrière, mais c'est que j'aurais repris le code du commentaire et je m'en serais servi pour créer une variable, chose qu'on a tendance à faire assez rapidement. Hop. Je vais créer une variable, en fait, que je vais mettre juste au-dessus, et ça va me permettre de supprimer le commentaire et, double effet qui se coule, de rendre le code plus explicite. Parce que maintenant, mon if, je ne sais pas trop pourquoi je rentrais dans cette condition. Là, je sais que je rentre dans ce if si j'ai assez de produits dans mon panier. J'ai le still enough product in basket. Donc là, on se rend bien compte que le commentaire, en réalité, ne servait pas à grand-chose. Donc là, je viens enregistrer ma suggestion. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est assez marrant, c'est que quand je présente cet exemple à différentes équipes, les gens dans les équipes vont me dire, ben moi, c'est marrant, c'est pas le commentaire qui m'aurait choqué en premier, c'est le fait que Product to Update, il expose sa structure interne, qui ici est Quantity. Et en fait, ce que les gens vont dire, c'est pas à Product to Update d'exposer sa structure interne, et ici de faire la comparaison, etc. C'est une méthode qui est une méthode en fait métier, et c'est le panier qui devrait gérer lui-même ce cas-là. Donc c'est lui qui devrait avoir en fait une sorte de méthode qui serait est-ce que j'ai assez de produits dans mon panier pour faire quelque chose. Et donc là il y a un vrai souci parce que on est en train de mettre du métier un peu partout en exposant la structure de produits, etc. partout. Et ça c'est pas terrible. Et ce qui est marrant en fait dans cet exemple, c'est qu'on voit bien que moi, avec mon regard de développeur, le premier truc qui me choque, c'est le commentaire, mais quelqu'un d'autre, en fait, ça va être vraiment la structuration en fait de cette classe, etc. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça veut dire que chaque développeur a un regard différent sur le code. Chaque développeur a des connaissances qui sont différentes, on a fait des écoles qui sont différentes, etc. Donc évidemment, là où c'est le plus intéressant, c'est de pouvoir échanger ensemble sur nos connaissances et capitaliser sur les connaissances de tout le monde au sein de l'équipe et même avec d'autres équipes qui travailleraient plus ou moins pour la même entreprise que nous. Donc là, c'est vraiment le but de ces ateliers, en fait, c'est de se dire, je ne vais pas demander à l'équipe d'aller refactorer ce code-là, parce que bon, le code, il est passé, on ne va pas perdre de temps à aller le retravailler, peut-être qu'on ne va plus y toucher. Par contre, au moins, on doit se mettre d'accord sur comment bien structurer notre code et comment faire du code de qualité. Donc là, en fait, une fois que j'ai terminé de poser mes tags, je vais valider, je vais dire, OK, c'est bon, c'est fini. Donc, c'est quelque chose qui va prendre 5 ou 10 minutes par développeur, qui doit être assez rapide, qu'on va faire pendant la semaine, et qui vient, comme je l'ai dit, donc, en complément des revues de code. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire directement depuis IDE. C'est-à-dire, ici, je suis en train de travailler sur du code, sur du code Angular, et je vais tomber sur ici un constructeur qui fait pas mal de choses, qui injecte des dépendances, mais qui en même temps fait de l'initialisation de données. Et en fait, en tant que développeur, je vais me dire, bah oui, je sais que l'initialisation, elle devrait plutôt se faire dans le $onInit, parce qu'ici, je suis sur du Angular, etc. Donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est directement sélectionner ce code-là et dire, en fait, j'ai mon petit menu ici, Promise, et je vais dire, ça, pour moi, c'est une mauvaise pratique. Et la pratique, ce serait quoi? Je vais la créer, ce serait constructeur, je vais y arriver, constructeur, should only inject dependent. En gros, les constructeurs ne devraient seulement injecter les dépendances, ils ne devraient pas faire autre chose. Donc là, ce que je peux faire, en fait, c'est que je vais créer cette pratique, je vais l'envoyer dans mon espace, en fait. Et ça va me permettre, du coup, d'identifier les choses sur du code pendant la semaine, pendant que je suis en train de travailler, et donc de faire remonter, en fait, des choses que j'aurais identifiées sur le projet. Évidemment, parce que je suis dans mon IDE et que je suis sympa, je peux sélectionner ce truc-là et le déplacer. Donc, en fait, je fais la correction de refactoring en direct. Et là, je peux également dire, ce que je viens de faire ici, c'est la correction du tag que j'ai posé avant. Donc, en fait, ça me permet de faire quoi? C'est cette notion d'atelier, c'est de se dire, pendant que je travaille dans la semaine, je peux améliorer du code parce que je vais passer sur du code qui sera améliorable, etc. Donc là, on va rentrer dans la démarche de refactoring dont on parlait au début. Et sauf qu'au lieu de faire du refactoring dans mon coin sans le montrer à personne, je vais être capable de notifier ce que j'ai fait. Et à la fin de la semaine, on sera avec toute l'équipe. Mes pratiques, du coup, que j'ai identifiées vont apparaître évidemment ici, dans les ateliers. Et à la fin de la semaine, quand on va démarrer notre rétrospective, là, je vais la lancer maintenant, en fait, à ce moment-là, on va voir ce que tout le monde a identifié dans l'équipe. Et là, on verra que Arthur a identifié cette nouvelle pratique, constructeur should inject dependencies.
Et à ce moment-là, en équipe, on va se dire, ben, est-ce que c'est une pratique qu'il faudrait que je valide ou est-ce que c'est une très mauvaise idée, Arthur, ce que tu as fait, c'est vraiment n'importe quoi et dans ce cas-là, il faudra supprimer. Donc en fait, en équipe, là, on va pouvoir valider la pratique parce que je l'ai juste suggéré. Donc, si tout le monde est d'accord, évidemment, on va la valider. Je vais valider les tags et après, on va passer sur les fichiers qu'on avait sélectionnés au début pour l'atelier. Et ça va nous permettre à ce moment-là de voir les tags de tout le monde. Par exemple, Anne ici qui a dit c'est bien d'utiliser des fixtures spécifiques pour chaque fichier de test, etc. Et en fait, chaque personne qui a posé un tag va pouvoir présenter ce qu'il a proposé et pourquoi est-ce qu'il a identifié que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Et évidemment, si jamais on se retrouve à pas être d'accord sur une pratique, on peut lancer ce qu'on appelle une battle, si jamais il y a une personne dans l'équipe, par exemple, qui n'est pas forcément d'accord. Et en fait, les battles, c'est quoi? Je vais retrouver tous les exemples qui ont été identifiés, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est identifié en positif, négatif et correction, ça vient s'enregistrer. C'est vraiment important de capitaliser sur ça. Et là, en fait, chaque développeur peut dire, là, je vais mettre des arguments, en fait, pour dire si pour moi, c'est une bonne pratique ou une mauvaise pratique. Donc, je peux aller chercher des choses, évidemment, sur différents articles de blog. Et je vais pouvoir voter en disant, oui, pour moi, ça, c'est une bonne pratique, etc. Et ce qui va se passer, c'est que chaque personne va pouvoir voter dans la semaine. Et à la semaine suivante, en fait, la rétrospective va démarrer par les battles de la semaine d'avant. Et on va se dire, cette pratique-là, on n'était pas forcément d'accord. Donc, la question, c'est est-ce qu'on la valide ou pas? Est-ce qu'on valide cette battle ou pas? Et là, même si on a 100% de oui, il y a peut-être quand même quelqu'un qui peut venir et qui va dire, il y a 100% de oui, mais on va quand même le refuser parce que dans notre contexte, il n'est pas applicable. Donc en fait, le pourcentage de vote qui va apparaître ici, il va juste être là pour indiquer ce que pense l'équipe, mais évidemment, derrière, on peut quand même trancher, quand même dire, je la valide ou pas. Et dans mon cas, ici, je peux la valider. Et à la fin de l'atelier, évidemment, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va sélectionner les pratiques qui seraient à retenir. Par exemple, il manquait des cas de tests parce qu'on avait peut-être 100% de couverture de tests, mais tous les tests à la limite n'étaient pas faits. Donc, il n'y avait pas des tests au cas un petit peu extrême, etc. Et ça peut être assez dangereux. Donc, en fait, je vais pouvoir dire, cette pratique-là est importante, celle-là aussi, etc. Donc, vous comprenez, je pense, la complémentarité qu'il y a avec les revues de code. Le but, c'est de fluidifier les revues de code pour sortir toute la partie discussion autour des bonnes pratiques en équipe, la validation, etc. Donc, ce qu'on va retrouver ici, dans la communauté open source, en fait, des personnes peuvent partager des ensembles de pratiques qu'on va pouvoir récupérer. C'est-à-dire, je vais prendre des pratiques d'architecture, de HTML, CSS, de test, etc. Si jamais elles m'intéressent, je vais les rajouter chez moi, etc. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de se dire, les ateliers craft, pour nous, c'est plus pour définir nos pratiques en équipe, s'assurer que, justement, tout le monde les comprend et tout le monde en a conscience. Et à côté de ça, les revues de code, ça va permettre de voir est-ce que du code doit passer en prod ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des vrais problèmes, en fait. Et dans ce cas-là, on va bloquer le passage en prod et la personne va devoir aller faire la correction. Donc, voilà un petit peu l'idée globale de ces différentes pratiques. Donc, j'ai fait le focus vraiment sur cette partie code review et atelier craft parce que, comme vous l'avez vu, les code reviews, c'est vraiment ce que les gens pensent qui sont vraiment le meilleur moyen d'améliorer la qualité des projets. Mais en parallèle de ça, effectivement, il y a quand même des lacunes. Et les lacunes, c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure, c'est vraiment ce côté, voilà. Il y a pas mal de problématiques autour de la difficulté, justement, à se mettre d'accord sur la pratique et à les partager. Donc, c'est pour ça que les ateliers craft, vraiment, pour nous, sont assez complémentaires. C'est vrai que les équipes qu'on a pu accompagner, c'est encore assez récent. Donc, évidemment, on a un recul qui est que d'1 an sur cette nouvelle pratique. Mais aujourd'hui, ça permet justement aux équipes de bien se mettre d'accord sur leur pratique et de progresser beaucoup plus rapidement dans l'apprentissage, justement, de toutes les bonnes pratiques sur le code. Donc, vraiment, la complémentarité des deux est vraiment super. Super. Donc, j'ai fait le tour. Je suis désolé, j'ai dépassé un petit peu, parce que j'ai duré un petit peu plus d'1 heure. Je vois qu'il y en a qui sont un petit peu partis, mais il reste quand même du monde. Donc, évidemment, pour tout le monde, il y aura le replay et je pourrai envoyer les slides. Donc, maintenant, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à vous servir de l'onglet questions juste à côté du chat, qui est en haut. Tac. Et je vois qu'il y a déjà une question de Eric, donc je peux lui répondre directement. Y a-t-il un lien direct entre le tag et le code IE? Invalider le tag permet un revert sur la correction associée. Alors, en réalité, ce qui se passe depuis le navigateur web ici, donc depuis mon application,
c'est que quand je vais proposer une correction, comme ce que j'ai fait, comme ce que j'ai fait ici, en fait, là, j'ai vraiment proposé une correction, c'est que la correction, elle est plus proposée ici à titre d'exemple. Je veux dire, ben voilà ce que j'aurais fait dans ce cas-ci. Par contre, aujourd'hui, notre but, c'est pas d'envoyer du code, en fait, depuis notre interface web au projet. C'est un petit peu dangereux et c'est vrai que les développeurs avec qui on a discuté ne seraient pas forcément pour. Par contre, si on veut faire vraiment de la correction, on va plutôt passer directement par l'IDE, comme je l'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, on va vraiment dire, ben là, voilà, il y a potentiellement un problème, donc je vais faire la modification. Et là, par contre, effectivement, on va pouvoir en discuter dans la rétrospective avec tout le monde. Et s'il y a quelqu'un qui me dit, bah, non, c'était une très mauvaise idée, en fait, il faudra absolument que ça reste dans le constructeur, ce truc-là, bah là, effectivement, je vais aller dans le code et je vais moi-même faire la modification. Mais on n'a pas de revert automatique, effectivement, qui serait fait sur cette partie-là. Ok, alors j'espère que ça répond à la question. Super. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions sur n'importe quoi, que ce soit sur tout ce que j'ai dit sur le craft, ou sur les ateliers, sur tout plein de choses. N'hésitez pas. Je vois qu'il y a des personnes en train de taper. Xavier, si tu avais un débutant en craft en face de toi, que lui conseillerais-tu de faire pour commencer? TDD, BDD, quelque chose en DD, Dojo, tout à fait. Alors, c'est une très bonne question. En fait, comme on l'a vu un petit peu dans les slides, hein, on a énormément de pratiques qui apparaissent. Et c'est vrai que ça amène une vraie problématique, en fait. Ça va être de se dire, ben, en école, aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose, en réalité, en termes de pratique. Je pense qu'il y a très peu d'écoles qui vont mettre en avant ben, le BDD, ou même le PDD, ou notre programming, etc. Ben, c'est des pratiques qui sont encore réservées, malheureusement, au monde de l'entreprise, et encore pas beaucoup d'entreprises. Donc effectivement, quand il y a quelqu'un qui arrive dans une équipe qui n'a pas forcément énormément de connaissances sur tout ça, pour moi, le premier point à voir, c'est vraiment de travailler sur la partie clean code, sur la partie code smell, comment identifier des codes smell et comment être capable du coup de les retravailler un petit peu. Donc des méthodes qui seraient trop grandes, comment est-ce que je peux les découper, des fichiers qui font trop de choses, des nommages qui ne sont pas les bons, tous ces trucs-là, pour moi, c'est vraiment la base. Le côté qualité du code, c'est la base de la base. Une fois que ça s'est mis en place, on peut avancer et passer plus sur la partie autour des tests. Et donc là, on peut travailler plus sur la rédaction de tests unitaires, de tests d'intégration, potentiellement de tests end-to-end. Évidemment, il faut commencer quand même par les tests unitaires qui sont quand même les plus simples à écrire. Et évidemment, plus ça va aller et plus on pourra tendre vers du TDD. Mais démarrer par du TDD, c'est vrai alors, on est le cas parce que j'ai donné une formation à Epitech justement il y a pas longtemps sur ces sujets-là. Et c'est vrai que le TDD, par contre, faut déjà savoir ce que sont des tests unitaires dès le début. Et il faut être capable de bien comprendre l'intérêt justement de faire ça. Aujourd'hui, le TDD, c'est quand même des formations qui sont assez complexes. Pour bien faire du TDD, ça prend potentiellement plusieurs mois. Et il faut vraiment beaucoup pratiquer. Donc c'est vrai que moi, je ne démarrais pas forcément par ça. Mais vraiment plus sur la partie quand même clean code, architecture, et ensuite la partie orientée test. J'en ai pas beaucoup parlé ce soir, d'ailleurs, je suis désolé, hein, mais de la partie test, mais effectivement, il y aurait tout un autre meet-up comme ça à faire sur les tests unitaires d'intégration, le mutation testing, le test par mutation qui est super cool, la couverture, le TDD, le BDD, la TDD, il y a tout un talk à faire là-dessus, mais effectivement, c'est encore autre chose. Donc, j'ai le message de Xavier qui me dit effectivement, je rêve d'être dans une équipe qui m'a traité le process en application. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a rien de tout ça. Alors, c'est un vrai point important. Hein, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans la plupart des entreprises dans lesquelles on va, ces pratiques ne sont pas mises en place? Et pourquoi est-ce que aujourd'hui, on en voit en réalité très peu? Bah, tout ça vient du fait que, pour moi, hein, c'est vraiment très subjectif,
Mais pour moi, c'est vraiment ce problème-là, en fait. C'est vraiment le problème de la boîte noire où les responsables ne se rendent pas compte de l'argent qu'ils perdent en réalité à cause des problèmes de mauvaise qualité et à cause du fait qu'on n'a jamais mis en place des sprints un petit peu dédiés à la technique ou du refactoring, où on ne s'est jamais vraiment remis en question sur notre manière de travailler. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment ça le problème, parce qu'en réalité, c'est eux qui ont les cordons de la bourse, c'est eux qui décident. En général, c'est plutôt des gens qui sont décideurs, malheureusement. Donc c'est vrai que les seules équipes aujourd'hui dans lesquelles on voit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent appliquer ce qu'ils veulent, c'est des équipes en fait où les responsables métiers d'entreprise leur donnent toute la confiance. Ils ne les payent pas pour leur dire quoi faire, ils les payent pour que ce soit l'équipe qui dise au manager justement comment est-ce qu'il faut qu'ils travaillent. Et c'est un peu utopique parce qu'on ne le voit pas souvent à ce cas-là, mais effectivement, on avait discuté un petit peu avec Arnaud Lemaire justement de ce point-là. Et c'est vrai qu'il disait, voilà, on est des développeurs, c'est nous les experts dans notre métier, donc ça devrait être à nous de dire comment est-ce qu'on doit travailler. Vous n'allez pas embaucher un maçon pour refaire un peu tout chez vous et lui dire comment faire en disant, ah, mais ça va pas te prendre une semaine, mais ça va te prendre 2 jours, et tu vas le faire comme ça, comme ça. Ce serait complètement aberrant, évidemment, parce que c'est lui l'expert dans son métier. Et dans notre cas, c'est encore pire. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément les développeurs qui décident quels sont les process qu'ils mettent en place. Et c'est pour ça justement que le mouvement Software Craftsmanship est important, parce qu'il prône vraiment la mise en place d'une autonomie plus grande pour les développeurs. Et c'est vraiment quelque chose qui est important de se dire, en tant que développeur, on doit être maître un petit peu de ce qu'on fait et on devrait avoir plus d'autonomie. C'est vraiment important. Florian qui dit, petite notion complémentaire à dette technique et entreprise logicielle, l'érosion logicielle. Mentionné par Hiroko, le logiciel qui n'évolue pas peut perdre de la valeur du fait que le reste de l'environnement évolue. Effectivement, en fait, plus le temps va passer, plus l'entreprise va grandir quand on va rajouter des fonctionnalités à l'intérieur. Et effectivement, plus le temps va passer et plus notre truc va être déprécié. Donc, effectivement, c'est cette notion un petit peu d'érosion qui est intéressante. Il y a une autre notion qui est justement sur ce côté déprécié. Il y a certaines personnes qui vont vous dire, en fait, aujourd'hui, des développeurs peuvent être dépréciés. C'est un peu violent de dire ça, j'aime pas trop ce terme, mais en réalité, c'est vrai que si on reste enfermé dans une bulle à travailler sur un projet pas en Fortran, mais voilà, si vous êtes enfermé sur un projet avec une techno qui n'évolue pas et que vous faites de la TMA pendant 10 ans ou 20 ans, si vous participez pas, si vous vous ouvrez pas effectivement à ce qui peut se faire ailleurs, pas forcément en travaillant sur des projets perso, hein, le but c'est pas de passer sa vie entière à développer, mais vraiment, le fait de s'ouvrir et de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, ça permet de potentiellement pousser des nouvelles choses, des nouvelles idées dans les équipes en disant, regardez, on va pouvoir essayer de collaborer de cette manière-là, parce qu'on a vu que ça s'était bien passé pour telle ou telle équipe. Donc c'est vrai que c'est important aussi en tant que développeur de continuer à proposer des choses aux managers. Oui, il y a 2 autres questions. Anne qui dit, les ateliers craft, est-ce que ça concerne les personnes d'une même équipe, projet ou entreprise? Alors, c'est encore une très bonne question. En fait, aujourd'hui, les ateliers craft vont être faits au sein d'une équipe, parce que là, ça va être notre équipe de dev. Mais évidemment, ça devient intéressant quand plusieurs équipes d'une même entreprise font des ateliers craft et peuvent se partager des pratiques entre elles. Si vous avez 2 équipes qui font du React, c'est quand même assez cool qu'elles puissent s'envoyer des pratiques et se dire comment tu fais, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui, des ateliers qui marchent très très bien, c'est des ateliers cross-team. C'est-à-dire, vous avez, toujours pareil, vous avez une personne qui fait du React dans une squad, dans une équipe, et en fait, vous avez plein de squads, vous avez 5 ou 6 squads, et à chaque fois, il y a une personne qui fait du React. Parce que dans la squad, il y a des personnes qui font du back, du front, etc. Mais là, c'est super intéressant de faire communiquer des personnes qui sont dans des projets un peu différents, parce que les différentes personnes qui font du React, en fait, ils se retrouvent tout seuls sur leur projet à faire du React. Donc, c'est intéressant justement qu'ils puissent faire des ateliers ensemble. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que du coup, chacun va remonter des fichiers sur lesquels il travaille au quotidien. Et en fait, tous ensemble, ils vont pouvoir discuter de ce qui est fait à droite à gauche, comment est traiter les erreurs à droite à gauche, comment est fait le système de traduction, etc. Donc, effectivement, c'est important quand ça va plus loin que juste au sein d'une équipe. Où le but est de mélanger des personnes de différents contextes en respectant un peu le principe de Talmuud, on est tous pareils. Oui, c'est effectivement. Alors, j'espère que ça répond à ta question. Mais effectivement, ouais, c'est l'idée, hein, c'est de se dire,
on a différentes personnes de différents horizons qui se connaissent pas forcément et qui travaillent pas vraiment de la même manière. Et le but, c'est de partager les connaissances avec des ateliers craft ou avec des revues de code, etc. Donc c'est vraiment ce qui doit être là. Salut Eric. Salut Maël. Alors, je sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je pense que dans tous les cas, on va pouvoir clôturer. En tout cas, merci à tous pour avoir participé ce soir. Comme je l'ai dit, peut-être qu'on en fera un autre plus orienté justement sur les tests ou l'architecture, parce j'ai vu pas mal de sujets, je suis passé sur pas mal de sujets aujourd'hui sans rentrer trop dans le détail, hein. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de creuser un petit peu ces différents sujets. Donc, effectivement, l'idée, ce serait de pouvoir faire plusieurs présentations un peu plus spécifiques sur d'autres sujets. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a donné une petite idée, même si vous aviez peut-être déjà ça en tête, d'aujourd'hui, ce qui est mis en place quand même dans les entreprises et ce qui devrait être mis en place potentiellement, si ce n'est pas encore le cas, hein, pour vraiment travailler sur ces sujets.